Stop garçon, 5 et 4 ans. Et puis il y a une fillette de 3 ans. Ces documents datent des années 50. De tutelle. Léa, Monique, Marie-Josée, Noël et Simone les gardent précieusement depuis toutes ces années. Ils constituent la preuve de leur enlèvement à leur mère congolaise lorsqu'elles étaient petites. Leur crime, être métisses. Sous la colonisation belge, ces enfants étaient placés de force dans des institutions religieuses. J'ai manqué de minéraux parce que la nourriture était infecte, une véritable malnutrition. Les sœurs s'en fichaient. À plus de 70 ans, Léa se souvient parfaitement d'une des seules fois où elle a pu revoir sa mère après son placement. Elle est sortie vite. Elle est venue me prendre en pleurant. Elle a réveillé toute la famille. Ils sont venus tous me prendre. Elle dormait avec ma petite robe. Et quand j'avais 2 ans, Un déchirement dont le souvenir est encore vivace. Et pour ces femmes, le pire restait pourtant à venir, à l'indépendance du Congo en 1960, alors que d'autres enfants métis sont envoyés en Belgique. Elles restent quasiment livrées à elles-mêmes dans une région particulièrement instable, le Kasaï. Les milices qui étaient là pour nous garder, chaque soir, on était devenus leurs jouets. On était des petites filles, on nous enlevait les habits, et on restait tout nus. On nous a fait des atrocités, quoi. Vous avez été violée ? Avec des bougies. Depuis, la même question lancinante pour ces femmes. Pourquoi l'État belge, celui qu'elles appelaient Papa l'État, les a abandonnées ? Quand tu abandonnes un enfant pendant la guerre, c'est pourquoi ? Avec l'espoir qu'on va les tuer et on ne va plus parler d'eux. Papa l'État nous avait arrachés pour nous faire souffrir, ou il avait quel but, on ne sait pas. La Belgique avait mis en place cette politique d'enlèvement car elle craignait que les métis ne se soulèvent contre l'ordre colonial. Face à ce sort tragique révélé des décennies plus tard, le gouvernement belge avait franchi un pas historique en 2019. Vous avez la parole. Au nom du gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Pas suffisant pour Léa et ses 4 amis d'enfance qui souhaitent obtenir réparation. Avec l'aide de leur avocate, elles ont décidé d'assigner l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité. Nous avons une réaction du cabinet de la Première ministre qui était de dire maintenant les choses sont entre les mains de la justice. Pas du tout. Nous attendons une réponse de la justice, mais fondamentalement, nous attendons une réponse de l'État belge. Ce que nous demandons aussi, c'est une loi. Les autorités belges ont fourni la même réponse à nos demandes d'interview. Pas de commentaires, car l'affaire est entre les mains de la justice. Une loi d'indemnisation permettrait en tout cas d'aller plus loin que la résolution votée en 2019. Le Premier ministre a reconnu cette ségrégation. Le Premier ministre a promis des réparations. Mais dans la résolution votée au Parlement, l'État belge s'est arrangé pour restreindre les réparations aux réparations par des moyens moraux et administratifs, excluant de ce fait toute réparation matérielle ou financière. C'est cela qui a provoqué la frustration, c'est cela qui justifie aujourd'hui que certains disent « les excuses ne suffisent pas ». Léa, Monique, Marie-Josée, Noël et Simone réclament 50 000 € chacune, mais au-delà de cette somme, ce sont surtout des réponses qu'elles exigent de l'État belge. Il faut quand même que nous, du vivant, qu'on puisse savoir ce que nous pouvons aussi dire à nos enfants. On vient d'où? Quatre jours qu'ils se mettent autour de la table
Et pourtant, la discussion est au point mort. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est déplacée sur le sol malien pour tenter d'apaiser les tensions entre le président Keïta et ses opposants. Dernier compromis proposé par la CEDEAO, la création d'un gouvernement d'union nationale sans démettre le président Keïta de ses fonctions, mais en recomposant la Cour constitutionnelle. Le mouvement du 5 juin rejette pour le moment cette option. Nous continuerons à discuter avec la CEDEAO aussi longtemps qu'elle voudra. Nous espérons qu'elle intégrera deux équations majeures. Le contexte dans lequel nous évoluons, qui risque de conduire le Mali à sa disparition, les morts que nous n'avons pas fini d'enterrer et les demandes légitimes des populations maliennes. Les leaders de la contestation font bloc. Leur liste de revendications ne bouge pas. Surtout, ils veulent la démission du président Keïta, alors que pour la CEDEAO, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Mais pour ce politologue, discuter est déjà un grand pas en avant. Cette mission, c'était déjà d'apaiser les tensions dans le pays. Je crois que depuis l'arrivée de la CEDEAO, il y a eu moins de violence et moins d'appels à la violence, surtout dans la ville de Bamako. Donc c'est un résultat positif qu'on peut mettre à l'actif de la CEDEAO. Évidemment, ce n'est pas suffisant. L'objectif phare ou l'objectif principal de la CEDEAO, c'est de ramener les parties à renouer le dialogue, à se mettre autour de la table des négociations pour une sortie de crise consensuelle. Et là, cet objectif est loin d'être atteint aujourd'hui. La CEDEAO annonce continuer la médiation dans les prochains jours. Je vous invite à faire un détour du côté de Bamenda à la découverte du nouveau visage des routes de Bamenda 3 avec ses travaux de réhabilitation des bretelles et des voies d'accès. Une déviation longue de près de 2 km vient d'être réceptionnée par le maire Clétus Fongo. Le coût total de l'ouvrage, 100 millions de francs CFA. Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. Les habitants de Bamenda 3, précisément ceux des secteurs allant de Maïtou à Foncha Street, en passant par Redeemer Baptist Church, ont apprécié la célérité de la construction de cette route longue de 1 km 600 mètres. Présentement, la route est très bien. Avant, la route était trop mauvaise. Maintenant, là, on s'en sort très bien sur la route. Cette voie de déviation financée par l'État via le ministère de la décentralisation et du développement local, avec la participation de la commune de Bamenda 3, a coûté 100 millions de francs CFA. La largeur moyenne, c'est 7 mètres. Et c'est un enduit bicouche, c'est un enduit tricouche. Donc, généralement, ces genres d'enduits entrent dans le bitumage économique. Cette voie décongestionne l'axe central qui mène hors de la ville. La route principale était déjà touffue. Cette voie permet de la désencombrer. Maintenant, les populations vont mieux mener leurs activités. Cet ouvrage, dont les travaux étaient prévus pour 4 mois, a été livré en 2 mois. Je vous le disais en titre, la désignation d'un chef traditionnel de 3e degré divise dans le département du Mungo, région du littoral. Une consultation en vue du choix d'un chef traditionnel dans l'arrondissement de Fiko a viré un affrontement entre deux camps en présence de certains fils du canton, s'opposant farouchement à la tenue de l'élection et qui accusent les pouvoirs publics de tenter de torpiller les usages en la matière. Les précisions avec Donald Brice Kamgan. Dans cette salle du village Badoumian, dans l'arrondissement de Fiko, dans le Mungo, les notables et leurs familles sont invités à choisir le chef du village. Le sous-préfet qui a convoqué cette consultation fait face à une opposition des notables, lesquels estiment que la désignation d'un chef dans ce village est illégale et illégitime, ces fonctions étant déjà assurées par le chef supérieur à Bossud. Le chef supérieur est le chef des chefs. Si on lui adjoint un chef dans son propre village, celui-ci serait le chef du chef des chefs, avec tout ce que cela comporte comme conflit. Historiquement, le village Badoumian, dont il est question, a toujours été coiffé par un chef de village, cumulant les fonctions de chef de canton. C'est cette tradition que les notables défendent, s'appuyant sur le fait que la loi de 77 ne l'interdit nullement. Le sous-préfet, lui, parle d'une instruction qu'aurait donnée sa hiérarchie. Nous sommes dans un système
sont dans un système pyramidal où à la tête on a la très haute hiérarchie, à la base on a des personnes subalternes. Donc l'ordre venant d'en haut. Le chef supérieur Abo Sud ne croit pas en l'existence d'une instruction pareille du ministère de l'administration territoriale. Si elle existait, elle ne se limiterait pas à FICO. J'ai interrogé tous les chefs du Mungo, parce que ça existe dans les autres chefferies dans le Mungo. Personne, j'ai interrogé des sous-préfets qui n'ont pas entendu parler de ça. Dans ces entrefaits, la tension monte, des accrochages surviennent entre les parties. En attendant une réponse à la requête de la chefferie supérieure Abo Sud, qui a saisi le ministère de l'administration territoriale, une prochaine rencontre est annoncée le 30 août prochain. À présent, notre chronique des sports, et on va parler football. On part tout de suite pour la Côte d'Ivoire avec une campagne pour les élections à la tête de la fédération de foot, qui fait beaucoup de bruit parce que finalement Didier Drogba, qui est le plus connu des trois candidats, il risque de ne pas pouvoir se présenter, Lise-Laure. Effectivement, car pour être éligible, il faut des parrainages et pour l'icône ivoirienne, le compte n'y est pas. Il lui manquerait 3 clubs de division 1 de Ligue 1 et un groupement d'intérêt. Et donc, quelles sont les conditions d'éligibilité? Alors, l'article 41 de la Fédération est clair. Les candidats doivent obtenir les parrainages de 76 clubs de football et ceux de 5 groupements d'intérêt. Pour être éligible, chaque candidat doit au moins être soutenu par 8 membres actifs de la FIF, la Fédération ivoirienne de football. Alors, voici la répartition. 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de 3e division et un groupement d'intérêt. Bon, Drogba, on connaît à peu près sa situation. Les 2 autres candidats, qu'est-ce qu'il en est pour eux? Alors, il y a Sori Diabaté qui est le candidat du président sortant. Il a obtenu le parrainage requis des 7 clubs et de 2 groupements d'intérêt, je vais les citer, l'association des anciens joueurs et l'amicale des arbitres. Idriss Yassine Diallo, qui lui est un proche de Jacques Anouma, un ancien président de la FIF connu, a aussi l'appui des 7 clubs et de 2 autres groupements, l'association des footballeurs ivoiriens, l'AFI qui fait tant de bruit, et l'amicale des entraîneurs. Il manque un groupement, la Lise-Laure. Oui, effectivement. Alors c'est celui des médecins qui ne s'est pas officiellement prononcé, d'où la grosse incertitude. Dans la presse sportive, on a pu lire que leur parrainage était allé à Sori Diabaté. Alors si c'est le cas, Didier Drogba serait directement éliminé de la course à la présidence de la FIF, car il lui en faudrait au moins un. Alors, y a-t-il dans cette élection un plan anti-Drogba? Écoutez la réaction de Kai Ouley, qui est le président des entraîneurs et éducateurs de Côte d'Ivoire. C'est un ancien sélectionneur national et un ancien coach de club de première division. Il nous explique comment son club, son association a voté et choisi Idriss Diallo. Si les 11 choisissaient M. Yassine, il y allait avoir un problème. Il y a 8 qui ont choisi M. Yassine Idriss Diallo, 2 qui ont choisi M. Sori Diabaté, et puis une personne qui a choisi M. Didier Drogba. Nous, vraiment, de façon démocratique, on a respecté la règle de l'art et nous avons donné notre parrainage à M. Yassine Idriss Diallo. Sachez vraiment qu'il n'y a pas une cabale, il n'y a pas un coup monté contre la personne de Didier Drogba. Parce que c'est une icône mondialement reconnue, même si les gens ne comprennent pas, mais maintenant c'est l'organisation interne. Vous savez, les programmes, là, chacun analyse son programme de plusieurs manières. Nous avons vu de telle manière, les autres l'ont vu comme ça, donc peut-être que prochainement ça a lui de bien peaufiner son programme et de chercher à convaincre les uns et les autres. Sinon, il n'y a pas de cabale contre lui, il n'y a pas de coup d'État contre lui, il n'y a rien contre lui, personne ne contre notre idole. Parce que c'est notre idole à nous tous, c'est notre héros, c'est notre global national. Voilà, donc pas de plan anti-Drogba selon Kai Ouley. Alors, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 juillet à 17h, c'est précis, et l'élection est prévue le 5 septembre prochain.